Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du retour de Florian Thauvin et de ses nouvelles chaussures. Et oui, parce qu'il a changé un petit peu de chaussures pour son retour avec des chaussures with wedge. On en parlera en détail dans cette émission. On va parler également de quoi? Du match qui attend l'Olympique de Marseille. Ce sera vendredi face à Nîmes. Et puis les premières rumeurs mercato. Ça y est, on est en plein mercato. C'est le mois de février, ça parle mercato. Voilà. Alors on va en parler avec qui? Avec Gilles Amar qui est avec nous. Ça va Gilles? Ça va bien et toi? Très bien. Un nouveau dans cette émission. C'est la première fois que tu viens nous voir. Bah, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Ouais. Et avec Mourad Hartz qui est avec nous. Ouais, moi, je suis là trop souvent, par contre. C'est vrai, pour certains, je vois des commentaires sur YouTube. Encore Mourad, encore Mourad. Je commence à casser. Gilles, journaliste pour Canal+, on dit comment on dit? Envoyé permanent, comment on dit? Correspondant. Correspondant, on dit pour correspondant. Le groupe Canal à Marseille. Ouais. Pour le groupe Canal notamment. Et aussi, on t'a fait venir aussi parce que tu représentes aussi la marque With Wedge. With Wedge. C'est ça? Marque marseillaise, ouais. Une marque marseillaise, et ouais, parce que Florian Thauvin a repris l'entraînement, on en parlera tout à l'heure dans le gros débat, avec ses chaussures With Wedge. Donc tu pourras nous en parler en détail, des spécificités, tout ça de ces chaussures. Un petit Elles sont là, présentoir, on pourra bien les montrer. C'est une marque marseillaise, donc voilà, on en profite aussi. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter. Et là, c'est très sympa. Là, ça tombe bien, là. On est en plein dans l'actu. C'est vrai, Mourad? C'est ça. On vend de plus en plus de choses dans cette émission. Ça commence à ressembler à un téléachat. Donc, on touche 0 € sur With Wedge, les gars. On va bien le dire. Par contre, je pourrais peut-être toucher de l'argent si vous achetez mon livre. Achetez mon livre. Non, mais là, tu touches combien? Là, c'est le jackpot. S'il y en a plus, on n'arrive plus à les trouver, ces livres. Voilà. Non, mais je suis pas loin de racheter l'OM, là. C'est vrai? Je suis à 2 doigts. Hein. Et Marcelo, tu lui reverses quelque chose? Non, mais... Écoute, s'il me donne une interview, je lui reverse toutes les royalités du bouquin. Est-ce que si jamais Villas-Boas s'en va, est-ce que Marcelo Bielsa peut revenir à l'OM selon toi? On passe à la suite. C'est une vraie question, je me la suis posée parce que j'ai vu une rumeur la dernière fois. Retour de Marcelo peut-être à... Tu as pas vu ça là? Qu'il allait peut-être aller au Betis Séville, mais c'est pas un retour parce qu'il n'y a jamais été le concept du retour. C'est un retour en Espagne. Hein? Donc, si on peut spéculer ou pas? Bon allez, on va parler de ce match. On passe tout de suite l'avant-match Nîmes Olympique de Marseille. Allez, c'est tout de suite. Et oui, on est obligé de parler un petit peu football dans cette émission. Moi, je parlerais bien mercato tout le temps. Je parlerais bien, tu vois, des spéculations sur Marcelo Bielsa, que tu aimais beaucoup d'ailleurs. Je me rappelle, Gilles, en conférence de presse. C'est pas mon entraîneur préféré à Marseille, mais il a apporté quand même une belle flamme au club et aux supporters. C'est vrai. Et puis, c'est avec Villas-Boas, c'est les deux derniers entraîneurs qui ont beaucoup plu, en tout cas, aux supporters de l'Olympique de Marseille. Hein, voilà, on va s'arrêter là et on va passer à ce match. On va parler du programme. Oui, mais voilà, moi je fais ta pub, j'arrête pas de faire ta pub sur les réseaux sociaux, je touche pas 1 € là-dessus, donc allez Nîmes, qu'est-ce qu'il faut attendre non plus, je touche pas 1 €. Bah si, tu vas être riche toi bientôt. C'est le concept d'écrire un livre en fait, tu touches pas 1 €. Gilles, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match, de ce déplacement à Nîmes? Une réaction, après cette défaite peu reluisante face à Nantes. Qu'on n'attendait pas d'ailleurs. Qu'on n'attendait pas, même si on pouvait quand même se dire qu'après Lille, c'est un peu normal, peut-être qu'il y a eu une décompression parce que, voilà, après avoir eu une performance chez un adversaire direct, de les avoir mis tellement à l'écart, je pense que c'est quand même assez normal qu'il y ait eu une décompression. Et puis Nantes nous avait posé des problèmes à l'aller déjà. Et là, au retour, c'était évident que voilà, il a manqué beaucoup de choses. Mais à Nîmes, ça va pas être évident parce que Nîmes, à part son match contre Rennes, reste sur une bonne période. Là, donc, et même à Rennes, c'était pas si mal que ça, parce que j'ai regardé le match et c'était Rennes s'impose à la 89e minute sur un but d'Mbaye Niang d'ailleurs. On en reparlera. Et puis en fait Nîmes ils ont vraiment des bonnes périodes en fait en début de match, ils ouvrent le score très rapidement. Après même quand Rennes égalise, ils ont une autre bonne période. Et puis après il y a ce carton rouge vers la 50e il me semble de Briançon qui sera donc absent d'ailleurs contre l'OM et qui change toute la physionomie du match. Et à partir de là c'est une attaque défense. Mais avant ça
Nîmes avait été très bon et il me semble qu'ils avaient fait 4 victoires consécutives avant ce déplacement à Rennes. Donc c'est une équipe qui a vraiment changé de visage, qui a retrouvé ses valeurs de combativité, on va dire, un petit peu. Et non mais vraiment, enfin, ils les avaient jamais vraiment perdus parce qu'on se souvient qu'ils prenaient beaucoup de cartons rouges quand même, nos amis nîmois. Mais et puis au mercato, il y a eu aussi des ajustements qui ont apporté leurs fruits là. Dont l'excellent Ben Raoult, qui est un Bordelais, un milieu bordelais très jeune, qui beaucoup de supporters bordelais se demandaient mais pourquoi il joue jamais. Ils ont encore plus de regrets depuis qu'ils le voient jouer à Nîmes, même si c'est pas, il faut pas le survendre, mais c'est un mec qui est très bon sur coup de pied arrêté et qui a une certaine technique, enfin voilà, techniquement c'est propre. Et l'immense Nolan Roux devant qui a marqué un but d'anthologie, je sais plus face à qui, mais où il dégage, en fait il contre le dégagement du gardien, but, et voilà, et ça compte. Mais il leur apporte aussi, il pèse, il leur apporte. Voilà, donc c'est une équipe qui a vraiment changé. Après de l'absence de Briançon, je pense qu'elle va quand même les pénaliser, mais il y a le retour de Renaud Ripart aussi, qui était déjà là à Rennes et même avant, qui était blessé. Donc là, ils ont Ripart, Roux et Ben Raoult, et Ferrat aussi, qui est un très bon joueur. Et Villas-Boas en a parlé notamment en conférence de presse. Donc ils ont des arguments devant, ils ont de bons petits joueurs, ils ont une vraie volonté de jouer, enfin... Peut-être pas. En tout cas, ils ont une vraie volonté de gagner le match, de se sauver, d'assurer leur maintien. Ils mettent beaucoup d'impact dans les duels, comme on dit, beaucoup. Et donc derrière, ils sont très combatifs et devant, ils ont quand même un minimum de talent. Donc ça va pas être un match facile. Et voilà. Donc c'est pas le même Nîmes que celui qu'on avait rencontré au Vélodrome. Ouais. En décembre. En décembre. Par contre, pour l'Olympique de Marseille, c'est quand même victoire impérative parce que là, sinon, tu te remets. Bon, on l'a dit, il y a eu cette défaite face à Nantes. S'il y a autre chose qu'une victoire, tu peux peut-être commencer à te dire, oh là, derrière, ça va revenir, te mettre une espèce de pression pour la suite, non ? Oui, il y a encore de la marge. Même s'il y a de la marge. Évidemment, il faut garder le cap, il faut garder les distances. Et puis reproposer aussi des choses intéressantes dans le jeu, ce qui n'a pas été le cas contre Nantes. Ouais, mais ça, dans le jeu... C'est vrai que depuis le début de saison... Depuis le début, en tout cas, depuis le début de l'année, on va dire depuis le mois de janvier. Ouais. Surtout offensivement, voilà. Mais c'était ultra efficace. Ultra efficace et au niveau de la compta, ça paye en tout cas. Ah, plus que ça, oui. Un ratio but marqué, point glané, incroyable. Une efficacité redoutable. Ouais. Ouais. Tu penses, toi, Mourad, que ça peut créer peut-être une pression là en cas de contre-performance pour la suite de la saison? Bon, faut pas non plus se mettre le feu pour rien. On s'est tellement enflammé après la victoire à Lille à se dire c'est bon, c'est fini, c'est plié. Mais c'est bien qu'il y ait un petit peu de suspense, qu'il y ait de l'enjeu aussi sur la saison. Pour avoir on aurait parlé que mercato sinon. Voilà. Déjà qu'on va commencer à en parler. Donc non, mais il faut au moins prendre un point là-bas, c'est clair. Ouais. Voilà, je pense ça va pas être facile tout ça, mais il faut pas se mettre le feu pour rien. Villas-Boas, il parle toujours très bien à la presse, etc. Il a expliqué, il a dit à ses joueurs, après Saint-Etienne, on était tout heureux de faire 8 et 9 points d'avance, et maintenant on va pas déprimer parce qu'on a 8 et 9 points d'avance. Ouais. Et donc pour parler d'une autre équipe de Marcelo, en ce moment à Leeds, à un moment il avait 11 points d'avance sur le 3e, parce que c'est les deux premiers qui montent, et il avait perdu toute son avance. Et puis là, il a repris 5 points d'avance. Donc en fait, quand tu as des points, le truc, c'est que c'est une course de longue haleine, un championnat, et que quand tu as des concurrents qui reviennent sur toi, même s'ils reviennent sur toi là, ces prochaines journées, ça veut dire qu'ils vont forcément, à un moment, ils vont avoir un coup de moins bien. Si toi, ton coup de moins bien, il est là, tu vas peut-être être mieux après. Donc il faut pas commencer à paniquer. Et il faut recommencer à jouer, recommencer à prendre des points. Et voilà, tout va bien. Et puis, le truc un peu positif, c'est que là, on va à Nîmes et après, on reçoit Amiens. Et c'est deux équipes qui vont jouer un peu différemment. Même si, à mon avis, ils vont quand même pas partir à l'abordage, mais ils vont essayer de jouer un minimum.
Et ça peut être intéressant pour l'OM parce qu'il y aura plus d'espace, parce qu'il n'y aura pas de bloc bas. Je pense que Nîmes à domicile, ils vont quand même essayer d'aller chercher les 3 points. Donc il va y avoir de la place pour jouer. Et Amiens, ils cherchent toujours à repartir de derrière, etc. Donc ça aussi, c'est positif. Donc ne nous mettons pas le feu. Avançons tranquillement. On a toujours 8 et 9 points d'avance. Si on avait gagné le dernier match et qu'on avait creusé cet écart, là, on serait en train de comme disait un de tes grands amis, un ancien coach, il faudrait lutter contre l'euphorie, là. C'est vrai ? C'est ça. Il avait dit ça la saison dernière. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Non, pas du tout. Manu Baranguet te demandait d'ailleurs hier si tu avais regardé un match de Ligue des Champions. Non, quel match ? Je sais pas. Il devait parler de Middlesbrough. J'ai entendu parler qu'un ancien entraîneur de l'OM avait gagné son premier match de Ligue des Champions sur 45 matchs disputés. Non ? C'est ça ? C'est possible. Peut-être. Un personnage habillé en clown peut-être. Non, c'est ça ? Tu fais. Oh là là, fais gaffe. Là, procès, tu te rapproches. On va parler de la compo de l'Olympique de Marseille. Il y a des absents. Strootman suspendu, Sakai très incertain, Radonjic et également Florian Thauvin forfait. Quelle compo, messieurs, vous voyez tu vois une compo à peu près équivalente au match précédent, ouais. Pourtant, c'est une défaite. Après, il y a toujours des limites en termes d'effectifs. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choix. Valère Germain, messieurs, il faut le reconduire parce que pourquoi pas voir le jeune Ake aussi, je sais pas, non ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'il pourrait avoir sa chance en tant que titulaire, ce qui a été le cas seulement en coupe, à Monaco. Donc c'est vrai qu'à Lille, il avait fait une entrée vraiment remarquée, décisive. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que là, quand tu regardes l'effectif t'as encore 4 joueurs sur le carreau, il n'y a rien, quoi. Ça nous tue le programme de l'émission, quoi, parce que la compo, il n'y a aucun suspense. Si, quand même. Non, mais pourquoi ? Si, il y a du suspense. Non, en fait, le suspense, c'est comme partout depuis le début de l'année, c'est comme tout le temps, c'est qui va jouer ailier droit, quoi, parce que à part ça, en défense, tu sais qui va jouer, milieu de terrain, tu sais qui va jouer. Bon, t'as Lopez, peut-être, qui pourrait peut-être rentrer. Rongier est un peu moins bien. Bon, ce serait après, Lopez n'est pas non plus flamboyant, donc voilà. Et après, c'est toujours la même question. Qui va jouer au poste d'ailier droit ? Ça fait 7 mois qu'on se la pose, et entre Bounassar, qui sera sans doute arrière droit vu que Hiroki Sakai n'est pas là normalement selon André Villas-Boas, et Valère Germain qui joue au Rustine, mais c'est pas non plus la panacée, et Maxime Lopez qui a fait un bon match sur lequel on se raccroche toujours à ce poste-là. Mais il a été bon contre Lyon. Il peut y avoir une rotation aussi là, parce que tu as des joueurs qui, on l'a vu, par exemple Rongier, il commence un peu à fatiguer aussi. Oui, mais regarde, mais là tu as un énorme problème au poste d'ailier droit, et tu vas pas t'en créer un autre, c'est ça, quoi. C'est que Maxime Lopez, je pense que par exemple, s'il doit rentrer, tu vas plutôt le faire rentrer au poste d'ailier droit, mais au poste d'ailier droit, il a été bon un match contre Lyon à domicile dans un contexte bien particulier. Le banc de l'Olympique de Marseille, à mon avis, à Nîmes, ça va être quelque chose. Hein. Il va y avoir que des jeunes. Il va y avoir que des jeunes, Maxime Lopez, Yoann Pelé, quoi. Comme ça, ils pourront refaire une photo. Allez, messieurs, on va donc passer au pari avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, c'est les paris FCM. Les paris FCM avec notre partenaire Unibet, c'est Mourad qui s'y colle cette semaine avec ton pari sécure. C'est un pari sécure qu'on... Voilà. C'est un grand classique, on peut le dire. C'est un classique. C'est les deux équipes marquent, c'est-à-dire qu'on voit bien Nîmes marquer parce qu'ils vont avoir envie d'aller de l'avant. Ils marquent tous leurs matchs récemment, donc voilà. Et l'OM a besoin de marquer, donc voilà. Nîmes, Marseille, les deux équipes marquent. Cote à 1,75, ça paye pas beaucoup, mais c'est le pari sécure. Par contre, c'est à moi de dire la cote, Mourad. Tu sais, on doit se partager les rôles dans cette séquence. On prépare les émissions, Mourad. Attends, toi tu prépares les émissions, toi. Bien sûr. Allez, donne-moi ton pari fou, s'il te plaît. Le pari fou. Et alors là, c'était en concertation. On a décidé avec Ben que ça allait être notre running bet jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'il marque. C'est Valentin Rongier, buteur. J'allais le dire. 8,40. Voilà. Voilà, encore une fois, 8,40, c'est moi qui dois le dire. La cote est à 8,40. Et pourquoi c'est un pari fou ?
Putain, il a toujours pas marqué. On vient de le dire, mais voilà. c'est dingue quand même, non? Ce joueur, il a toujours. Mais en plus, c'est le joueur qui a le plus frappé, qui a fait le plus de frappes cadrées, je crois, dans le championnat. Quelque chose comme ça. sans marquer. Ouais, sans marquer. Dingue, hein? Ouais, même un penalty, il a pas réussi. Mais bon, après, on peut pas lui reprocher ce qu'il procure dans le jeu, ce qu'il apporte à cette équipe. Il faudrait qu'il soit plus décisif, que ce soit en passe décisive ou en but également, mais c'est sa première saison à l'OM. Avec Nantes, en plus, c'est un joueur qui a des stats. Il a 4-5 buts. Mais en plus, le truc, c'est qu'on commence à dire ouais, avec sa frappe de grand-mère, etc. Mais il y en a, mais parce que, ok, il a fait quelques frappes, c'est pas très sympa pour les grands-mères, mais il a fait quelques frappes peu énergiques. Mais souvent, sur la fameuse spéciale où Payet lui met sur corner là et qui reprend, il y en a 2 ou 3 qui sont très bien jouées. Techniquement, elles sont pas faciles à mettre. Il les met bien. Et non, il y a un mec sur la ligne ou un mec où le gardien il sort un arrêt. Donc il a quand même des belles occasions. Et au dernier match, on avait aussi mis Rongier buteur, donc je me suis j'ai crié comme jamais au moment où il l'a fait et puis non, comme d'hab ça viendra. Combiné du week-end, donc on rappelle les équipes qui sont censées concurrencer l'Olympique de Marseille pour les places européennes. Ton combiné qui va s'afficher. Voilà, avec Monaco-Reims. Oui, puisque Monaco est un concurrent de l'OM, Monsieur Courme. Bon, Monaco-Reims, on a parié la victoire de Monaco, même si Reims sort d'un bon nul à Saint-Etienne. C'est pas une équipe facile à jouer. En plus, c'est vrai contre les gros, ils sont toujours là. Voilà, donc. Quand à 1,62. Ouais, il est content. Il est j'ai pu le placer. Mais toi, tu vois Monaco, tu nous disais ça, tu vois Monaco finir même sur le podium. Ouais, moi c'est ma grosse cote. Incroyable, moi j'ai découvert il y a 5 minutes qu'ils étaient 5e du championnat. Non mais attends, c'est quoi ce truc? Ils étaient 18e il y a 3 jours. Oui, mais dans ce championnat, tout est possible. Mais c'est fou quand même. Non mais avant que Jardim parte, ils étaient pas mal remontés aussi. Après ils ont eu une période de moins bien et puis après ils ont fait 2 victoires à nul, c'est bon, hein, ça va. Avec le potentiel offensif qu'ils ont, qui est quand même très plaisant à voir. C'est vrai. Aussi. C'est vrai. Le suivant, Mourad. Toulouse-Rennes. Alors, sans surprise, Rennes. Assez surpris, en fait, que la cote est quand même à 2, alors que Toulouse n'a pas gagné un match depuis qu'ils avaient Johan Elmander en attaque. Donc, ça commence à faire très, très loin. Ou Wissam Ben Yedder aussi. Non, on est très méchants, mais Toulouse, ça commence à devenir très, très difficile. Donc, on voit mal, même si on se dit bien que 2 à l'extérieur, c'est une cote basse, hein. Toulouse-Rennes, franchement Rennes est 3e et sur une bonne dynamique, et Toulouse ils ont gagné je crois que sur parce qu'à un moment ils étaient sur 10 défaites consécutives, je crois qu'ils ont fait un nul et ils ont refait 2-3 défaites, donc enfin t'imagines, ils sont dans un truc, tu te demandes à combien de points ils vont terminer. Et enfin Nantes-Lille. Match nul parce que Lille est bien, que Nantes est moins bien à domicile qu'à l'extérieur et que ça nous arrangerait aussi. Donc c'est pour ça. Là par contre c'est un match qui peut effectivement compter celui-là, parce que Lille, là pour le coup c'est un concurrent sérieux pour parce que Rennes ça ne l'est pas peut-être. Non mais Monaco, excuse-moi, Monaco-Reims. Monaco ils sont 18e. Non, ils étaient 18e il y a pas longtemps, c'est pas possible. Moi j'y crois pas. J'y crois pas à cette rumeur comme quoi ils seraient 5e du championnat, je te jure, j'y crois pas. Ryan peut régler ça, je pense. Il peut nous mettre le classement. Voilà, la vérité est là. Non, ça c'est le community manager qui s'est trompé dans le montage. C'est pas possible. Non mais attends, remets le classement parce que j'ai encore oublié à combien de points ils sont du podium. 5 points. 5 points, ils sont Monaco, ils sont là. Points, c'est possible. Et ils vont jouer à Lille aussi, Monaco. Donc ce serait bien qu'ils soient sur une bonne dynamique, comme ça ils vont taper Lille à Lille. C'est vrai. Allez messieurs, on s'arrête là pour les paris, mais n'oubliez pas, le pari sécure, chaque semaine c'est penalty pour Lyon. Le gros débat cette semaine, c'est l'actualité de la semaine. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour de Florian Thauvin. Enfin de la semaine dernière, monsieur. Non, de la semaine. C'est tu me laisses me faire le lancement comme tu m'as coupé là. L'actualité de la semaine, c'est la bonne nouvelle de la semaine également, c'est le retour de Florian Thauvin à l'entraînement collectif, Mourad. C'était hier. Tu vois, il faut attendre la précision. Ah ouais, ça c'est Et du coup, on a l'air bête, hein. T'étais quelqu'un de très précis, c'est vrai, en règle générale. Ils sont combien Monaco déjà? 18e, je te l'ai dit tout à l'heure. Ils sont 18e Monaco. Alors, Florian Thauvin de retour à l'entraînement, et les observateurs ont pu remarquer qu'il portait quoi au pied? Des nouvelles chaussures. Et ouais. On des fait nouvelles comme chaussures d'une marque marseillaise, With Wedge.
et on est content de t'avoir parce que tu représentes cette marque. Donc tu vas pouvoir nous en parler, qui a été créée par notamment le podologue de l'Olympique de Marseille. Oui, Jean-Luc Guerre, qui est podologue du sport, qui a son cabinet à Marseille, dans le 4e, et qui intervient notamment à l'OM depuis une quinzaine d'années. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, peut-être pas sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que ces chaussures peuvent apporter à Florent Thauvin dans sa démarche de rééducation après son opération à la cheville? Ce qu'elles peuvent lui apporter, c'est ce qu'elles apportent à de nombreux sportifs de haut niveau. Il y en a une quarantaine qui portent les modèles depuis quelques mois, voire quelques années pour certains, dans le foot, dans le rugby, dans le running, dans le trail. Et à chaque fois, c'est un concept très innovant et qui permet de personnaliser la chaussure. Donc en fait, vous pouvez adapter la chaussure en fonction de votre poids, en fonction du terrain sur lequel vous évoluez également, et puis en fonction des besoins de chacun. Ouais. Alors, tu peux nous citer les autres Marseillais qui ont aussi porté ces chaussures et qui avaient aussi des problèmes à la cheville? Alors, pas tous, ils pouvaient avoir d'autres problèmes ailleurs ou pas de problème du tout. Mais il y a beaucoup de Marseillais, oui, du coup, la connexion avec Jean-Luc qui les suit depuis longtemps. Benoît Chéroux a participé vraiment à tous les premiers prototypes. Il a porté après les crampons pendant les 3 dernières années de sa carrière en MLS à Toronto où il a gagné le championnat du Canada. Et Romain Alessandrini les porte depuis qu'il est à Los Angeles. On a aussi la capitaine de l'OM, Caroline Pizzala, qui les porte depuis plusieurs saisons. D'autres féminines comme Sandrine Brettini, Anaïs Mbassidje, Emmanuelle Imorou qui était en quart de finale de la CAN. La dernière édition, et d'autres encore en série B italienne comme Thomas Hurto qui est passé par l'Udinese, ou Thibaut Moulin qui était en Ligue des Champions avec le Legia Varsovie et qui aujourd'hui est en Grèce et qui porte depuis plusieurs saisons aussi ses crampons. Et on peut, ce qu'on a vu un petit peu quand on en a discuté, c'est aussi que ça permet donc de ressentir moins de choc par rapport à ton poids aussi, vu que les chaussures sont adaptées à ton poids. Donc par rapport à la cheville de Thauvin, par exemple, on peut se dire que c'est plus facile pour lui pour amortir les chocs. Et puis même à chaque fois que tu cours, bon, bah, t'as un mini choc. Et puis tu nous montrais aussi, tu peux peut-être nous remontrer la manière dont elle se Le pli de flexion, oui, voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs innovations. Comme tu parles du pli de flexion, si on le voit bien, voilà, le pli de flexion naturel, en fait. Tu peux peut-être le mettre à côté de ta tête. Je pense qu'on va faire un gros plan. Et voilà. Ça va être... Vous voyez le pli de flexion, là. Voilà. Donc ça, c'est un pli de flexion naturel. Quand vous marchez, quand vous courez, le pied plie normalement ici. Et vous pouvez pas tordre la chaussure dans tous les sens, comme c'est le cas avec la plupart des crampons. Vous les prenez, vous pouvez les retourner. Et dites-vous bien que votre pied est à l'intérieur et qu'il subit toutes ces torsions. Donc il y a une apparente rigidité quand vous l'avez dans les mains, mais l'essentiel c'est de l'avoir au pied, et cette rigidité elle se transforme en maintien, en assurance des appuis, et ça enlève beaucoup de problèmes. Et tu évoquais du coup les études qui ont été faites. On a 2 partenaires, c'est le laboratoire de la fac d'Aix-Marseille, laboratoire de biomécanique appliquée, et le CTC, c'est le Centre technique de la chaussure à Lyon. Et donc le labo de la fac d'Aix-Marseille a établi 3 stats, je ne vais pas vous saouler de chiffres, mais il y a 3 stats qui sont assez édifiantes. Ça peut réduire jusqu'à 80% les vibrations sur toute la chaîne postérieure, sur les ischios, sur les muscles, les tendons. Jusqu'à 40% de contraintes articulaires en moins, donc c'est des risques de fracture de fatigue qui sont vraiment réduits aussi. Et puis ça donne une restitution d'énergie, un rebond accru jusqu'à 30%. Par rapport au modèle qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc tout ça est accessible au grand public. Mais c'est-à-dire un rebond d'énergie, parce que tout le reste c'est très clair. Il y a une lame dynamique en fait que vous ne pourrez pas voir qui est à l'intérieur de la chaussure, mais qui permet à la fois d'amortir. Donc c'est bien d'être dans une chaussure confortable, mais l'idée c'est pas d'être non plus comme dans un chausson. Voilà, il faut avoir une réactivité, une restitution d'énergie, un rebond. Donc en fait vous allez comme une voiture, un amortisseur de voiture en fait. Si vous passez avec un 4x4 sur des bosses, des zones accidentées, vous n'allez pas non plus sauter dans tous les sens, mais vous allez avoir cette souplesse et cet accompagnement, cette restitution d'énergie qui permet d'être aussi efficace dans la performance, quoi.
Tu la veux? Je pense que c'est pas ma taille malheureusement, mais... Mine de rien, c'est un choix fort quand même pour Thauvin, parce qu'on connaît tous les enjeux qu'il peut y avoir avec les équipementiers, pour les joueurs de foot. Voilà, de venir porter désormais des chaussures with wedge, c'est pas rien. C'est vraiment qu'il a pu sentir l'apport de ces chaussures, de cette technologie par rapport à... Non, c'est... Ah ben en tout cas, pour l'instant, il est très bien avec. Voilà, on l'a vu avec des confrères journalistes hier après-midi. On a un peu échangé. Il nous a dit que tout allait bien pour le moment. La semaine prochaine, il va aborder les oppositions. André Villas-Boas en a parlé d'ailleurs aussi en conférence de presse. Donc il va y avoir des chocs, des duels. Il va monter en intensité au fur et à mesure. Là, ça fait combien de temps qu'il les porte? Alors en fait, il avait pu poster une vidéo où il courait avec ce modèle, celui que j'ai au pied aussi. Donc ça, c'est un modèle trail qui s'appelle Stargon. Donc il a fait de la course sur tapis avec ça. Il peut les porter au quotidien aussi. Et puis ensuite, la semaine dernière, il avait ce modèle-là, Elite One, qui est en cuir. Et hier, comme tu l'as dit, pour sa première séance collective, du moins la première partie de la séance à laquelle il a participé avec le reste du groupe, il avait ce modèle-ci, donc en polyuréthane. Et à chaque fois, c'est le même concept avec, je vois que tu es en train de... Je voulais... Oui, donc il y a cette petite... C'est ce qu'on appelle un wedge, qu'on met sous la semelle de propreté au niveau du talon et qui permet la personnalisation de la chaussure, de l'optimiser. Voilà. Et oui, c'est parce que c'est vrai que c'est un truc... un petit peu tabou dans le foot, mais quand tu travailles un peu dans le milieu du foot, que tu es un peu un insider, tu sais qu'il y a certains joueurs qui traînent des choses et qui ont des très gros contrats avec des équipementiers. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir des chaussures qui pensent d'abord à la santé du joueur qu'à son esthétique ou à vendre plus de modèles, parce que j'ai l'impression, moi, que ça fait quelques années ça fait un moment, mais ça fait 15-20 ans qu'on a des crampons de plus en plus flashy, des trucs de toutes les couleurs, des trucs... Alors, il y a des trucs qui sont faits aussi... pour améliorer le confort, logiquement, genre celui avec la chaussette intégrée, etc., c'est censé aussi t'apporter plus de légèreté. Et puis, il y a des tas de choses qui... Il y a des tas de justifications aussi pour ces autres crampons, parce que certains te diront que ça te donne un meilleur contact avec le ballon, des choses comme ça, etc. Mais après, donc ça, c'est en on et en off. On te dit, lui... ça fait des années qu'il se traîne cette douleur-là, ces crampons, ils sont pas adaptés, etc. Donc, il y a une espèce de tabou au sujet des crampons auquel WizWedge peut répondre. Vraiment, je touche 0 €. Généralement, est-ce que c'est un sujet qui est pris au sérieux au sein des clubs, les chaussures de foot que les joueurs portent? De plus en plus. C'est leur outil de travail, en fait. C'est une réflexion assez récente, mais là, dernièrement, on a pu entendre Claude Puel à ce sujet, on a pu entendre... Rudy Garcia l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, aussi. Galtier, récemment, aussi, en a parlé. Derzakarian à Montpellier aussi s'en est soucié. Et puis nous, on a des retours aussi de fédérations qui ont des réflexions maintenant à conseiller leurs athlètes en disant d'éviter le minimalisme, des chaussures trop légères. Ça, c'est l'argument massu marketing, la légèreté des chaussures. Mais en fin de compte, en termes biomécaniques et postural, podologiques, ça n'a pas trop de sens. Et ça, c'est le constat de Jean-Luc Guerre et de l'équipe qu'il a réunie autour de lui, de spécialistes, qui ont jugé que particulièrement dans le domaine du foot, les crampons, non seulement il n'y avait pas eu d'innovation technologique, on parlait, l'innovation c'était marketing avant tout et esthétique, mais en plus on arrivait avec des chaussures qui devenaient carrément délétères, donc à la fois obsolètes et en plus source de blessures. Donc là il s'est dit qu'il fallait aller plus loin que la prise en charge qu'il prodigue à ses patients, et de créer véritablement des chaussures différentes.
Parce qu'il y a tout un tas de blessures. Parce que tout à l'heure, tu parlais comment tu avais dit, de la partie postérieure. La chaîne musculaire postérieure. Voilà, et tu citais tous ces muscles, et je me disais, c'est typiquement toutes les blessures que les footeux enchaînent encore et encore, et puis la fatigue, ce genre de choses. Et puis vous avez aussi eu, avec WizWedge, des joueurs comme Romain Alessandrini, qui a eu énormément de blessures. On pensait que sa carrière, elle allait s'arrêter beaucoup plus tôt, et c'est vrai qu'il y a certains mecs, en fait, ça leur permet aussi de jouer plus longtemps, et puis en plus, ces blessures dont on parle, c'est aussi des blessures avec lesquelles les footballeurs apprennent à vivre, en fait, et ça aussi, c'est un truc mais qu'on arrive à compenser jusqu'au moment où on a du mal à compenser encore, avec l'âge, avec la répétition des chocs, des efforts. À un moment, ça devient compliqué pour des corps qui sont de plus en plus sollicités, un football qui va de plus en plus vite. Un footballeur, il parcourt 10 km en moyenne par match. Il joue de plus en plus de matchs en plus. Les matchs qui s'enchaînent. Donc il y avait besoin une nécessité d'amener autre chose. C'est ce qu'a voulu faire Jean-Luc Guerre. Ouais. Tu dis que c'est pris au sérieux, que ce sujet est pris au sérieux par certains entraîneurs, certaines personnes de l'encadrement, mais est-ce que il y a par exemple certains modèles qui sont pas bannis, mais est-ce qu'on conseille à certains joueurs, sans citer de marque, mais est-ce qu'il y a des modèles de chaussures où on se dit non, celles-là vaut mieux pas les utiliser Oui, ça se dit dans différents staffs, ouais. Que ce soit les chaussures, les formes de crampons aussi. On a des crampons de plus en plus originaux sur des formes assez bizarres. Et là aussi, en termes biomécaniques, avec les échanges que j'ai pu avoir avec plusieurs spécialistes, ils sont assez étonnés de voir même certains produits qui arrivent sur le marché et de voir qu'ils peuvent être portés par certains et qui prennent beaucoup de risques en utilisant ces modèles. Ouais. Et les joueurs, eux, le prennent au sérieux ou pas ? Ça évolue petit à petit. Les enjeux sont tellement importants pour certains que malheureusement, il faut éviter d'attendre des blessures et des blessures graves pour se soucier de ce problème. Ouais. Il faut essayer d'être plus dans la prévention, et c'est aussi notre message chez WizWedge, c'est de prévenir la blessure, de l'éviter un maximum en mettant les choses qu'il faut en place. C'est pour ça qu'on conseille, nous, à tous les gens qui viennent nous voir, de consulter aussi, de faire un bilan postural, podologique. Alors évidemment, ça a un coût, la sécurité sociale, les mutuelles ne remboursent pas tout, mais ça peut apporter vraiment tellement au quotidien, dans la vie de chacun. On a quasiment tous besoin de semelles orthopédiques. Moi, j'en porte depuis que je suis gamin et j'ai rencontré de très nombreux podologues. Je vois bien ce que ça m'apporte. Et quand je les ai pas, je suis pas le même, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est dans un foot qui ultra professionnalise, et puis on te parle toujours des gains marginaux, tout ce genre de choses, etc. Des fameux détails qui font la différence. Voilà, genre le classement de Monaco. Et ça, c'est l'outil de travail du joueur. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que tu dis tes pieds, c'est ton outil de travail quand tu es footballeur. Et c'est assez dingue que ce soit pris à la légère. Après, comment tu fais pour t'asseoir sur des contrats qui valent plusieurs dizaines de millions de... Tu le fais en prévision d'avoir une carrière plus longue et te dire au lieu mais c'est difficile aussi. Il y a des enjeux économiques qui sont quand même énormes. Ouais, mais ça fait partie de ce qu'on peut souvent regretter dans le football, c'est-à-dire que les enjeux financiers, économiques, il y a un moment, c'est souvent du court terme, comme on le dit souvent avec les jeunes, c'est du court-termisme, et donc tu te jettes sur une somme, sur un contrat, sur un truc, et tu réfléchis pas à long terme à ta carrière sur 10, 15 ans, parce que parmi les joueurs que tu as cités, c'est souvent donc des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière, donc qui ont déjà connu beaucoup de blessures, donc qui connaissent leur corps, donc ils savent tout ça, et oui, ce serait bien que ce soit... Heureusement, on a des jeunes aussi. On a plusieurs dans les classes d'âge de jeunes, à l'OM d'ailleurs et ailleurs, qui ont compris. Parce que c'est vrai que même les jeunes ne sont pas épargnés par les blessures. Alors en général, tu récupères plus vite, mais même sans arriver là, il y a heureusement des jeunes qui se soucient de ça et qui commencent à avoir des réflexions intéressantes à ce sujet. Ouais. Et un dernier truc, on en avait parlé hors antenne, mais ce que je t'avais demandé aussi par rapport au fait que l'argument pour les crampons de plus en plus fins, c'est que tu as un meilleur toucher de balle avec. Et est-ce que vous avez aussi eu des tests là-dessus sur le toucher de balle? Est-ce que ça réduit peut-être les sensations qu'a le joueur avec la chaussure?
Alors, on n'a pas eu de retour d'expérience, que ce soit de Benoît Chéroux et de tous les autres qui ont suivi, sur des différences en termes de toucher de balle au niveau des chaussures. Après, il y a eu un travail de fait sur le positionnement des crampons aussi. Ça, Jean-Luc Guerre pourrait vous en parler mieux que moi, mais le positionnement des crampons, que ce soit à l'arrière-pied, à l'avant-pied, il n'est pas anodin, il n'est pas fait au hasard non plus. Et tout ça a un sens pour la posture du joueur. Même le type de crampons, quand oui, on voit les crampons à la caméra, peut-être. parce que là, c'est des crampons classiques. Les crampons, comment on appelle ça, barrettes. Pas de whiz wedge avec des barrettes, non. Non, ça c'est très mauvais. Bah écoutez, ça, je ne suis pas podologue pour vous en parler, mais vous demanderez à Jean-Luc à l'occasion son avis là-dessus. Mais putain, mes chaussures qui sont là-haut, il faut que je les jette. Pourtant, elles sont neuves. Moi, tu les as utilisées qu'une fois. Non, mais j'avais on va parler de moi un petit peu 5 minutes ou pas, là, quand même. Non, parce que, il serait temps. Eh ouais, il serait temps. Hein, j'avais le problème de l'essuie-glace, moi. Tu connais le problème de l'essuie-glace? On a beaucoup de... Ah ouais, on a beaucoup de patients de Jean-Luc ou de sportifs qui viennent vers nous parce qu'ils ont ce type de problème. Ouais. Du coup, j'avais mis une petite semelle et ça avait réglé le problème aussi. Voilà, c'est bien d'en parler, il faut témoigner. Il faut le dire. Voilà. Et dire que tu aurais pu faire une grande carrière, hein, mais les croisés, tu connais. Hein. Non. L'essuie-glace, c'est que chez le coureur. Ah. Eh oui, c'est celui qui fait du... C'est pas ça qui a mis fin à ta carrière? Hein? Carrière de coureur de grand fond, ouais. Ah, ouais. Et maintenant, maintenant, il se lance dans l'UFC. Exactement. Allez, on va passer à la partie mercato, c'est tout de suite. Et oui, parce qu'on parle mercato dans cette émission. Pourquoi? Parce que... Parce que t'es là. Ouais. Non, parce que ça y est, c'est... C'est le mois de février. C'est le mois de février, on prépare la saison prochaine. Mais attendez les gars, c'est pas moi qui le dis. C'est André Villas-Boas qui l'a dit. Hein? Reste debout André. Hein? Il n'y a que moi qui comprends cette référence. Voilà. Et les gens qui regardent la fancam, voilà, ils sont nombreux. Mais je pense que même les gens qui regardent la fancam, ils n'ont pas percuté sur ce moment. Non, parce que je l'ai mis dans le best-of de la fancam. Ah. Reste debout André. Alors, c'est lui qui en a parlé. Hein, il a dit on travaille déjà sur le mercato pour la saison prochaine. C'est normal. Parce qu'on est déjà en Ligue des Champions. Il a dit, Monaco est 18e du championnat. C'est pas des concurrents. Il a dit on va commencer à travailler pour la saison prochaine. Il n'a pas dit on travaille sur le mercato et réfléchir à gouverner. C'est loin. Hein. Tu sais qu'on peut prendre des raccourcis quand même dans ce métier. Mais merde, je pensais que le souci du détail, c'était ce qui faisait la différence. Okay. Ils vont travailler sur le mercato. Il y a déjà des noms qui sont sortis dans la presse. Le journal L'Équipe et notre ami Mathieu Grégoire qui a donc révélé que l'Olympique de Marseille, il n'était pas seul d'ailleurs sur l'article. Enfin bref, souci du détail toujours. Souci du détail bien sûr. Ouais. Donc le nom qui est ressorti ce matin, même hier soir pour être précis, c'est l'attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang. Eh ouais, voilà. Ça vous fait rêver ça, Mbaye Niang ou pas? En vue de... Voilà, première question. Voilà. Ça vous fait rêver ou pas? Non, pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine. J'aurais pu vous demander, vous connaissez Mbaye Niang? Parce que moi, bon... Non, c'est pas vrai. Ça va. Mbaye Niang. Alors, est-ce que le profil du joueur peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, sachant qu'on est presque pratiquement déjà en Ligue des Champions? Oh là là, les rames. Est-ce que ça fait rêver ou est-ce que c'est intéressant? Je serais plus proche de l'intérêt que du rêve. Ouais. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, il y a tellement d'incertitudes à l'OM déjà. Qui va partir? Quels seront les moyens pour recruter éventuellement? Sur le profil du joueur, oui, c'est un joueur intéressant qui apporte quand même à Rennes, on le voit, et pas que depuis cette saison. Voilà, physique, mais en même temps adroit, qui a l'air d'avoir un caractère aussi intéressant, qui pourrait coller avec l'Olympique de Marseille. Qui aime bien les voitures de sport aussi. Non, il n'en a pas planté une ou deux. Ce sera pas le premier ni le dernier. Non, c'est vrai. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas Morad ou pas? Toi, ça te plaît, Mbaye Niang? Alors, il disait buteur, effectivement, 14 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Voilà, c'est pas mal. Il avait déjà été pas mal l'année dernière, mais
comme Gilles, c'est vrai que c'est plus près de l'intérêt que du rêve, Mbaye Niang, mais franchement, sur le profil, je pense que c'est pas loin d'être ce qui manque à l'OM depuis peut-être le départ de Gomis, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse être un point d'appui, parce qu'à Rennes, c'est vraiment... C'est ça le profil exactement ? Non, mais c'est pas que ça. Oui, c'est que ça se rapproche. Dans ce registre. Ouais. Voilà, c'est que c'est d'abord le taulier de l'attaque, c'est-à-dire que Stéphane, il met Mbaye Niang, et puis après, il met Rafinha, parce que Rafinha, c'est le seul qui court, mais Mbaye Niang, comme on regarde beaucoup Rennes cette année, parce que Rennes est proche de l'OM, on a beaucoup vu, on voit que c'est quelqu'un qui est un point d'appui, pas que dans le jeu de tête, c'est même... Moi, j'ai même l'impression que c'est pas spécialement là-dedans qu'il brille, même s'il a marqué de la tête le dernier match. Mais bon, c'était pas le but le plus dur de la tête à mettre, mais c'est que son jeu de corps, il est très bon, il peut bien protéger son ballon, lancer à gauche, à droite, dévier des ballons pour les mecs qui sont autour de lui. Donc, physiquement, il est pas mal, il a l'expérience de la Ligue 1, il a un profil que l'OM n'a pas, c'est-à-dire ce mec costaud qui peut garder et faire jouer les autres, parce que Benedetto doit pouvoir faire jouer les autres, mais dans un registre différent, et en ce moment, il n'est pas très présent. Et en plus de ça, il est régulier aussi, Mbaye Niang. Alors c'est sûr que sur le papier, ça fait pas rêver Mbaye Niang. Mais il n'a pas été régulier toute sa carrière quand même, Mbaye Niang. Oui, il est passé de club en club. Il a 25 ans, c'est ça ? Ouais, il a 25 ans, c'est pas non plus... Mais justement... Et énorme expérience aussi, quelque part du haut niveau, c'est-à-dire qu'à 25 ans, il a déjà connu le Milan AC, il a connu un club plus familial comme Montpellier où il avait été bon aussi. Il a connu quoi ? Il n'a pas joué. Il a joué, c'est pas vrai, à un moment il était... Dans un Milan AC qui était moins bien. Avec Monaco, ils sont 19e. Non, mais c'est pas vrai. Après, forcément, il a fait des grosses erreurs dans sa carrière. Il a eu un comportement qui n'était pas toujours adéquat. Il a apparemment été très difficile à gérer, notamment à Montpellier où il avait été bon. Mais bon, de temps en temps, c'était dur un petit peu, les voitures de sport, tout ça, les sorties. Mais c'est quelqu'un qui semble être sur la pente ascendante de sa carrière. Ouais. Donc, s'il coûtait pas très cher, alors voilà, je t'aurais dit. Venons-en à ça, parce qu'il a été acheté 15 millions d'euros. Mais Mbaye Niang à 30 millions d'euros, c'est l'équipe qui dit... il est actuellement valorisé à 30 millions d'euros. Valorisé aux alentours de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour Mbaye Niang, c'est pas possible. C'est de la folie. Non, c'est de la folie. Là, ça semble excessif. Ouais. Et surtout, l'Olympique de Marseille aujourd'hui... Et pas dans les cordes de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça m'étonnerait que l'Olympique de Marseille mette 30 millions d'euros sur n'importe quel joueur, d'ailleurs, cet été. Non, on n'en est plus là. Ça semble... Après, les prix augmentent aussi depuis. Non, mais les prix augmentent. Oui, par contre, dans les caisses de l'OM, ça augmente pas trop, quoi. Non, mais oui, 30 millions d'euros, ça paraît complètement fou. En fait, Mbaye Niang, ça aurait été... pareil, ça aurait pas du tout fait rêver, c'était limite impossible de le faire venir à l'époque, mais si tu le fais venir à la place de Mitroglou, parce qu'il a été acheté 15 millions d'euros par le Génois, il a été acheté 15 millions d'euros par le Stade Rennais au Génois, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu prends Mbaye Niang, tout le monde t'aurait détruit, mais que sur le long terme, en fait, c'était beaucoup plus rentable, même si, encore une fois, je pense que Mbaye Niang, il serait bon à prendre pour l'OM maintenant qu'il a fait certaines erreurs, maintenant qu'il a acquis une certaine stabilité, parce que l'an dernier, la bonne saison de Rennes, elle lui doit aussi beaucoup. Mais le problème, c'est que le prendre maintenant, ça te coûte trop cher. Et que le prendre avant, c'était sans doute pas bon. Donc, est-ce que c'est meilleur que Benedetto, Mbaye Niang ? Est-ce que ça peut prendre la place de titulaire d'un Benedetto ? C'est différent, c'est vraiment un profil différent. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est difficile de comparer les deux joueurs. Mais qui ont... admettons, tu as les deux. Ah tu te dis quoi ? Tu mets Benedetto ou tu mets Niang ? Parce que t'as Benedetto quand même. Donc tu vois, est-ce que c'est le profil d'aller chercher un mec comme ça ou pas plutôt un mec entre guillemets beaucoup moins cher qui peut peut-être exploser un jeune Parce que ce sera plutôt ça qui sera dans les cordes de l'Olympique de Marseille de toute manière, on regarde les finances du club. Ouais. Il y a aussi, tu en parlais tout à l'heure, et là ça fait tilt, je me suis dit mais putain, mais finalement peut-être que la recrue ça va être Mitroglou quoi. Vu les finances du club. Parce qu'il va revenir. Il est de retour, souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi notre recrue, c'est Benedetto, ça y est. Il a tout cassé. Mitroglou. Il a tout cassé la saison dernière avec on sait pas qui d'ailleurs. Le PSV Eindhoven, c'est quand même un gros club, hein, quand même. Allez messieurs, il y a une autre rumeur.
Non mais attends 2 secondes, parce que vous vous rendez compte qu'on va récupérer... Parce que c'est sérieux quand même, parce qu'on en rigole, mais Mitroglou, et il est invendable, Mitroglou. Comment tu vas faire? Il te coûte plus de 300 000 euros par mois, il lui reste 1 an de contrat, t'es dans la merde financièrement, il faut que tu vendes. C'est impossible de le refiler nulle part. Même pas récupérer l'intégralité du transfert. Non, ça c'est impossible. En plus, si tu vends, c'est pire. Et si tu vas devoir tout donner. Mais en plus, en plus, il y a encore une petite partie qui est amortie dans les comptes de l'OM, mais franchement, c'est que Mitroglou, ça va être un problème au niveau de l'attaque, et que Mitroglou, cette année, il fait, alors je suis pas le championnat néerlandais, hein, mais tous les échos que tu as de la presse néerlandaise, c'est qu'il fait une saison catastrophique. Le mec, il joue pas assez, et en plus, il y a certains articles qui t'expliquent qu'il serait un peu une mauvaise influence au niveau de l'état d'esprit dans le vestiaire, et tu dis, oh mon Dieu, comment on va faire? Mitroglou va revenir, quoi, vous vous rendez compte? Et il va coûter plus de 300 000 euros aussi, lui, comme Valère Germain. Et c'est là où tu te dis... Ouais, non mais attends, tu vois, on va pas comparer les deux. Non, on va pas comparer les deux, mais je veux dire, c'est là où tu te dis... Au niveau salaire, ils ont fait n'importe quoi. Au niveau salaire, ils ont fait n'importe quoi. Parce que oui, Valère Germain, si tu le gardes encore 1 an, bon voilà, il te rend service à gauche, à droite, mais ces 2 mecs-là, ils te coûtent 600 000 euros, et là, t'as pas d'argent, et tu veux recruter. Mon courage. Alors, il y a un autre nom qui a été cité par le journal L'Équipe, toujours, c'est Boulaye Dia. Voilà, ça serait une piste quand même beaucoup moins onéreuse. Alors, selon la référence Transfermarkt, hein, dans le métier, quand on veut faire un transfert, on va chercher la cote Transfermarkt et puis on négocie autour de ça, quoi. Et puis, ou alors quand on évalue son effectif pour des réunions OM Nation, on effectue l'effectif avec Transfermarkt. Ouais, les présentations de joueurs, non, aussi, non? Possible, ouais, il a dû faire une ou 2 fois. C'est arrivé. C'est arrivé. Et oui. Donc c'est notre référence aussi. Boulaye Dia, il est évalué à 5,5 millions d'euros. C'est l'attaquant de Reims. Voilà. Est-ce que ça vous parle plus, ça, pour la saison prochaine, ou pas? Vous dites, là, on est vraiment tombé dans le low cost. Il a marqué contre Marseille. Et ça, contre Paris aussi. Contre Paris. Non, c'est un bon joueur, Boulaye Dia. J'allais faire un peu mon zoubi. Oui, c'est pas pareil. C'est un peu différent d'Mbaye Niang, parce que même s'il est aussi assez grand et costaud physiquement, il va plus vite. C'est quelqu'un qui a certaines pointes de vitesse, qui a une bonne technique en mouvement et qui a un potentiel de joueur qui peut exploser. Enfin, quand tu le vois jouer, quand il est dans un bon jour, tu te dis, c'est pas mal, Boulaye Dia. Par exemple, il me semble que c'est lui qui provoque le penalty là, qu'ils obtiennent à la dernière minute à Saint-Etienne. Tu vois, bon, après c'était Yann M'Vila en face, donc ça allait pas super vite non plus, mais tu vois qu'il y a un train qui passe et il y a Yann M'Vila qui dit, ah, c'est quoi ce truc, merde, faut que je l'arrête. Et donc c'est pas mal dans l'idée. C'est aussi quelque chose de différent, un attaquant axial qui peut aller vite et qui a certaines qualités physiques, ce dont Benedetto manque un petit peu. Donc les 2 profils paraissent sur le papier cohérents. 7 buts en Ligue 1 cette saison, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Et puis, je sais pas, tu te dis... Après, il est dans une équipe qui marque pas 15 buts par match. Mais tu te dis, si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu dois monter une équipe pour la Ligue des Champions. C'est le profil de joueur qu'il faut à l'Olympique de Marseille, ça. Ça paraît quand même... Il a quel âge? Il est jeune. Quel âge il a? Je vais faire une recherche Google et je vais te dire ça. Je sais que tu as sa fiche en face. Non, ça te parle toi ou pas pour la saison prochaine? De toute manière, il va falloir recruter malin. Il faudra combler les départs, surtout dans un premier temps, parce qu'il va y en avoir. Et des départs majeurs. Il n'y en aura sans doute pas qu'un seul de départs majeurs. Donc il va falloir combler les trous et puis recruter malin. Avec, comme tu disais, des profils sans doute plus jeunes. Également, des joueurs sur lesquels on pourrait compter pendant quelques saisons et avoir une éventuelle revente intéressante. Maintenant, voilà, ça va être compliqué de toute manière. T'es inquiet, toi, par rapport à ça, par rapport à la prochaine intersaison de l'Olympique de Marseille? Ouais, je pense qu'il y a de quoi être un petit peu inquiet, ouais. Même malgré cette Ligue des Champions qui pourrait être un bol d'oxygène, mais après pour les... qui va combler une partie du trou. Ouais, pour la saison d'après. Pas seulement, voilà. Ouais, pour la saison d'après, parce que cette saison-là, elle te rapporte 0. Oui, de toute façon, tu l'as dit, on va commencer le mercato en vendant obligatoirement, et puis en voire plus, deux joueurs. Et après, tu vas pouvoir commencer ton mercato. Mais si tu n'as pas une grosse vente d'entrée, déjà... Et quand tout le monde sait que
tu es dans l'obligation de vendre, Et c'est plus compliqué de vendre à un bon prix aussi. Hein. Donc, tout dépendra de ça. Si tu as des bons coups qui sont réalisés, peut-être que tu auras un peu plus de marge de manœuvre. Mais tout va dépendre des ventes déjà. Et qui partira. Il n'y en a pas 40. Hein. Il n'y en a pas 40. Boubacar Kamara, Morgan Sanson, on les connaît. Hein. Kostas Motroglou. Non, lui, c'est un recrue, Mourad. C'est un recrue. Cadeau bonus. Allez, messieurs, on s'arrête là pour cette émission. Merci, Mourad. Merci, Gilles. Tu reviens à vous. Quand tu veux. C'est un plaisir. Hein, nous reparler de Wizwedge quand tu veux. Parler de l'Olympique de Marseille. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ce sera quand? Ce sera lundi prochain. À très bientôt. Ciao, ciao.